TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal dont voici la charpente. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, portera la voix du Congo à la COP 29 qui s'ouvre ce 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Le projet de loi portant sur l'âge d'admission à la retraite des travailleurs, désormais fixé de 60 à 70 ans, crée des frustrations en milieu jeune. À suivre la réaction à Brazzaville. En République démocratique du Congo, les Kinois vivent un calvaire depuis l'arrivée de la saison de pluie. Au Tchad, au moins 17 soldats tués dans une attaque de Boko Haram. Voilà pour les titres, à présent les détails. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, est à Bakou, en Azerbaïdjan. Il porte la voix du Congo pour présenter son projet de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Urgence climatique oblige, la COP 29 se tiendra du 11 au 22 novembre 2024. Revivons en images le départ du président de la République à Bakou. Pays signateur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la République du Congo, sous le leadership de son président Denis Sassou Nguesso, a toujours honoré ses engagements internationaux en matière de préservation de la nature et de lutte contre la dégradation de l'environnement. C'est dans ce contexte que le chef de l'État congolais est arrivé ce lundi à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, qui accueille du 11 au 22 novembre 2024 la 29e session de la conférence des parties. Très engagé depuis plus de 4 décennies dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques, le président congolais, président de la commission climat du bassin du Congo, est venu jouer sa partition dans les négociations sur le climat à la faveur de la COP 29. Ce sommet annuel de l'ONU qui intervient une année après celui de Dubaï, qui s'est achevé, faut-il le rappeler, sur un accord mondial appelant à abandonner progressivement les énergies fossiles pour parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050, est une nouvelle opportunité de discuter de l'épineuse question du financement climatique. Il s'agit au cours de ces assises de réexaminer les engagements pris en 2009 à Copenhague par les pays du Nord de fournir chaque année à compter de 2020 à 2025 100 milliards de dollars aux pays du Sud victimes des conséquences néfastes du réchauffement climatique. Étant donné que cette promesse des pays développés a été difficilement concrétisée selon certains rapports, un nouvel objectif mondial de financement climatique devrait être fixé à Bakou. Aussi, la mise en œuvre opérationnelle du Fonds pour les pertes et dommages constitue-t-elle un autre sujet de discussion sur la base des progrès réalisés lors des COP 27 en 2022 et 28 en 2023. Par ailleurs, face à l'accélération des changements climatiques dans le monde, les pays industrialisés considérés comme les gros émetteurs de CO2 sont appelés à soutenir les initiatives des États africains visant à sauver la planète. Au nombre de celles-ci figure l'inscription de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement dans l'agenda des Nations Unies. Un projet ambitieux porté par le président Denis Sassou Nguesso pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. La résolution déposée par le Congo à l'Assemblée générale de l'ONU en vue de l'adoption de ce projet pourrait faire l'objet d'un plaidoyer du chef de l'État à la COP 29, une conférence qui s'est ouverte ce lundi avant le sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique les 12 et 13 novembre 2024. On rappelle, lors de la cérémonie du planting d'arbres à l'occasion de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, le 6 novembre dernier à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait promis porter le flambeau de cette lutte contre le changement climatique à la COP 29. On réécoute ce reportage de Michel Opakolé et Modeste Ololo de TPT+, Brazzaville.
La 38e année de la journée du planting d'arbres, initiée depuis 1986, a été célébrée au Congo sous le thème « Mobilisons-nous 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». Cette journée a été marquée par la présence du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et la première dame, accompagnée des membres du gouvernement, dans le but de lutter contre le changement climatique, ainsi que de sensibiliser la jeunesse à la préservation des forêts, car planter c'est bien, entretenir c'est encore mieux. Cette année, nous avons décidé de verdir l'ensemble des villes de notre pays. Il faut les entretenir. S'ils ne sont pas entretenus, ils meurent. C'est la partie la plus difficile. Faire un trou, mettre un peu de fumier, planter, faire ça on peut le faire. On l'a fait tous à peu près en 1 minute. Mais il faut faire vivre l'arbre. Comptabiliser les richesses des forêts afin d'intégrer le PIB, c'est ainsi la contribution du Congo à la COP 29. À la COP 29, nous parlerons des forêts. Et nous parlerons de l'Afrique. Je l'avais déjà proclamé, non pas Afrique noire, mais Afrique verte. Nous parlerons des forêts pour obtenir de la communauté internationale et que les forêts d'Afrique, les richesses de ces forêts, les richesses financières de ces forêts et les richesses des tourbières, que toutes ces richesses soient comptabilisées et qu'elles intègrent le PIB des États. Le PIB des États. C'est la prochaine bataille. Prendre soin des arbres afin de bâtir les villes vertes étant l'objectif de la journée du planting d'arbres, son importance relève à la sensibilisation de la population à la préservation des forêts. Son Excellence, Monsieur le Président de la République a demandé que nous puissions verdir nos artères, c'est-à-dire planter sur nos ruelles, planter sur nos avenues, planter sur nos boulevards. Et c'est pourquoi vous voyez toute cette mobilisation de la jeunesse venue ici accompagner cet acte civique qui nous appelle pour respecter cette loi qu'on a instituée depuis 40 ans dans notre pays. C'est la 38e édition, nous voulons que chaque Congolais prenne sa responsabilité, chaque Congolais soit conscient de cet acte que nous posons qui va non seulement sauver notre planète, mais également rendre notre vie agréable à travers donc, les produits que cela peut donner, l'air que cela peut procurer. Donc nous devons prendre notre responsabilité, nous, les populations de chaque localité, pour prendre soin des arbres que nous allons planter aujourd'hui. Célébrer le 6 novembre de chaque année, la journée nationale de l'arbre, est une occasion de sensibiliser et conscientiser la population congolaise au rôle de l'arbre et de la forêt dans la vie. Après 4 jours de travail, la cérémonie de clôture du Forestival placée sous le thème « Agir avec les jeunes qui transforment le monde » s'est tenue le 8 novembre dernier au mémorial Père Savorgnan de Brazza, mettant ainsi l'accent sur la préservation de l'arbre. Reportage Michel Opakole, Modeste Ololo et Béni Bikuta de TPT Plus Brazzaville. Débuté le 4 novembre à l'Institut français du Congo dans l'optique de contribuer à la prise de conscience en sensibilisant les jeunes à la préservation des arbres, la cérémonie de clôture du Forestival placée sous le thème « Agir avec les jeunes qui transforment le monde » s'est tenue le vendredi 8 novembre 2024 au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, tout en démontrant que la nature n'est pas un luxe mais plutôt un symbole de paix. Cette initiative, mesdames, messieurs, qui ne s'arrêtera certainement pas à cette 3e édition, prouve à suffisance que la nature n'est pas un luxe. Elle est essentielle. Essentielle car chaque arbre abattu, chaque espèce menacée, chaque écosystème dégradé fragilise l'équilibre de la vie. La jeunesse congolaise, en se mobilisant pour ce Forestival, prouve leur investigation à conserver l'environnement en République du Congo.
Cette mobilisation témoigne sans équivoque de notre désir commun à faire progresser la cause de la forêt, lutter contre les changements climatiques qui est très d'actualité avec la COP29, préserver la biodiversité qui est également d'actualité quelques jours après la clôture de la COP16 sur la biodiversité, et aussi de prendre en compte les communautés locales, pas à oublier, et qui ont été fortement reconnues aussi au moment de la COP16 sur la biodiversité, notamment à travers la représentation des peuples autochtones aussi. Durant cette période du Forestival, la jeunesse a démontré qu'il a du talent, attirant ainsi l'attention des aînés tout en mettant en accent sur leurs responsabilités. Il n'y aurait pas de discours, c'est simplement de rappeler combien le Congo est fier de sa jeunesse. Nous venons de voir que la jeunesse congolaise avait un incroyable talent. Divers talents, mais des talents qui nous rappellent notre responsabilité en tant que gouvernement, mais qui nous rappellent aussi que l'avenir est vraiment meilleur et que l'avenir du Congo est meilleur grâce à vous. Ce Forestival a suscité l'engagement de faire naître l'envie de protéger l'environnement à travers les concours. C'est une grande joie et une grande fierté pour la chaîne que je représente. Ce n'est pas Mélie Rose ou Mélissa, c'est les Média qui remportent ce prix et donc je suis fière de représenter l'équipe que je dirige moi-même. Durant 4 jours successifs, le Forestival a été un moment de partage et de découverte à travers des ateliers et des animations. Rappelons que cette cérémonie a été également marquée par la remise des prix aux lauréats du concours Meilleur reportage. Lors du Conseil des ministres en date du 8 novembre dernier, s'il vous plaît, au Palais du Peuple, le gouvernement congolais a approuvé son projet de loi portant sur l'âge d'admission à la retraite des travailleurs, désormais fixé de 60 à 70 ans. Dans les rues de Brazzaville, ce projet de loi représente un calvaire pour les jeunes en quête d'emploi. Reportage Michel Opakwele et Béni Bikuta de TPT Plus Brazzaville. C'est un coup de pouce donné au portefeuille des fonctionnaires. Dès le 1er janvier 2025, le salaire minimum sera revalorisé à environ 40%. Une hausse entérinée en Conseil des ministres pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une dizaine d'années, est fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIG à l'époque à 50 400 francs CFA par mois. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Le texte oblige également à mettre à jour les dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organismes publics qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois. Le Conseil des ministres a approuvé la modification de l'article 45 de la loi 15-33 du 15 avril 1999, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature. Le texte vise à harmoniser les règles d'admission à la retraite des magistrats avec les nouvelles dispositions du statut général de la fonction publique. La loi du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique a relevé l'âge d'admission à la retraite des agents civils de l'État de 65 à 70 ans pour les cadres placés hors catégorie, de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 2 et de 57 à 60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 3. Le projet fixe l'âge d'admission à la retraite des magistrats de deuxième grade, deuxième groupe, à 68 ans, pour les magistrats de premier grade, deuxième groupe, à 69 ans, et pour les magistrats de la catégorie hors hiérarchie, à 70 ans. Ces nouvelles dispositions auront l'avantage d'apporter une solution au problème récurrent du déficit des magistrats dans certaines juridictions
pour cause de départ à la retraite et faire bénéficier aux membres des cours et tribunaux de l'expérience professionnelle des magistrats les plus anciens. Un projet de loi relatif aux inspections effectuées par l'administration publique auprès des établissements publics et organismes publics et privés figure parmi les textes adoptés. Le rêve de tout citoyen, c'est de travailler afin de faire de ses rêves une réalité. Sauf que ces rêves sont étouffés par manque d'emplois disponibles ou qualifiants, ce qui fait que certains jeunes sont obligés de passer par la débrouillardise pour se tirer d'affaires. L'entrepreneuriat au Congo, l'alternative pour sortir de la précarité et du chômage. Une réflexion de Prince Charlie Tikaya. Ces jeunes Congolais animés par l'esprit de la créativité prennent d'assaut les différents coins de ruelles et avenues de la ville capitale, tout en mettant en place des petites structures de fortune en vue de faire asseoir leurs différents projets. Le domaine de l'entrepreneuriat qui intéresse de plus en plus les jeunes, suite au manque d'une réelle insertion professionnelle dans les différentes structures de la place, ces jeunes dynamiques formés dans plusieurs domaines et parfois diplômés d'État, conscients des difficultés auxquelles ils sont confrontés, un jeune détenteur d'une activité génératrice exhorte la jeunesse congolaise à se lancer dans l'entrepreneuriat. On a jeunes lelo, tout dilaté musala l'État et bien abisoté, tout créer bon entreprise, tout créer bon emploi, tout créer bon activité bisomoko, natinga naza liboso entreprise nanga c'est-à-dire il ngolo baté que non amener à la jeunesse papa lobaki tout diaka misala l'État. Taba jeune et tout dans la vie, tout créer bon emploi pour lobby et qu'on s'engage biso. Un peu plus loin, un étudiant évoluant dans le domaine de la menuiserie profite de cette occasion pour conscientiser la jeunesse congolaise. Ensemble de la jeunesse congolaise en fait. Donc de ne pas vraiment attendre que l'opportunité puisse venir se présenter à vous. Vous-même, vous avez des capacités. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment difficile. Vous pouvez vous lever un matin, tu te dis que d'accord, je vais toquer porte par porte jusqu'à ce que l'occasion se présente à moi. Il y a des opportunités. Donc, on ne doit pas seulement rester chez nous et espérer que les choses puissent aller comme il se doit. Je suis un étudiant. Donc, quand je ne suis pas à l'école, je suis ici à l'atelier. Rappelons que l'entrepreneuriat est l'action d'entreprendre, de créer une entreprise occasionnant des revenus génératrices. Pour cette année dédiée à la jeunesse, l'entrepreneuriat est l'une des solutions clés pour révéler les défis de la jeunesse des jeunes à une réelle insertion professionnelle afin d'éradiquer le chômage au Congo. Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal d'Harold Luamba. Autre chose dans ce journal, sur initiative de l'Union européenne, un atelier de présentation du rapport préliminaire sur le corridor Pointe-Noire, Brazzaville, Kinshasa et Bangui a été récemment organisé à Brazzaville. Le but étant de promouvoir la connectivité entre ces pays d'Afrique centrale. Suivez les détails dans ce reportage. L'engagement de l'Union européenne à soutenir le développement durable en Afrique est encore démontré ici au cours de cet atelier qui a réuni autour d'une table ronde le ministre congolais de l'économie fluviale Guy-Georges Mbaka, le ministre centrafricain de l'équipement et des travaux publics Eric Roko-Sekamo et les membres de l'Union européenne. En toile de fond, la présentation du rapport préliminaire sur les potentiels projets futurs visant à revitaliser le corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa et Bangui. Tour à tour, les deux ministres congolais et centrafricains ont salué la volonté de l'Union européenne à favoriser la connectivité des pays de la CEEAC. Je me réjouis de prendre part à cette séance de travail. Toutes les idées qui ont été énoncées dans le cadre de cette étude vont dans la droite ligne de la vision que nous développons au niveau déjà de notre État. Il faut d'abord que nous adressions nos sincères félicitations à l'Union européenne qui s'intéresse, et de cette manière bien entendu, à nos problèmes de connexion, de transport, de marchandises, etc. Parce que nous bénéficions naturellement d'un grand corridor. L'Union européenne, pour sa part, promet de mettre les moyens pour revitaliser
ce corridor. On a mobilisé beaucoup de moyens pour justement financer, mais aussi pour émettre des garanties qui permettent à des investisseurs privés de s'engager pour développer des infrastructures et donc contribuer au développement économique de l'Afrique centrale à travers ce corridor de transport. À noter que ce corridor qui à une certaine époque était praticable ne sert plus aujourd'hui. Il est donc urgent de les revaloriser, a laissé entendre le ministre centrafricain de l'équipement et des travaux publics, Eric Rokoseka-Gamon. Des zones économiques spéciales et de la construction, accompagné des responsables de la société Tinda Energy et de la délégation chinoise Complan, ont effectué une visite technique sur le site qui abritera le projet Digné 2021-2046 visant l'électrification de la zone économique spéciale Digné. Reportage. Le projet d'électrification Digné 2021-2046, piloté par la société Tinda Energy, passe dans sa phase de maturité. Pour s'en convaincre, le ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, Jean-Marc Tister-Tikaya, accompagné du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngonimba, ainsi que de la délégation de la société chinoise Complainte, est venu découvrir de visu le site qui abrite le dit projet dans la zone économique spéciale Digné. Mais je vais m'appesantir sur le solaire, qui a pratiquement plus de 150 panneaux à déployer sur le site. C'est par module de 5 MW. Si nous avons tous les équipements sur le sol congolais, c'est en 18 mois qu'on peut réaliser le projet. Pour le ministre Jean-Marc Tister-Tikaya, ce projet vient à point nommé. C'est vraiment pour venir toucher du doigt la réalisation, bien identifier le site, lever tous les obstacles pour pas qu'il y ait de soucis dans le suivi et la mise en œuvre effective de ce projet. Ça a été précisé par le PDG de la société Tinda Energy. Dans le premier volet, 55 MW sur des panneaux solaires. C'est une énergie propre qui va être injectée en suivant le potentiel, on va dire, énergétique de notre société nationale, EKRC. Il ne vous aura pas échappé non plus que nous avons le parc industriel et commercial de Maluku qui est juste à côté et qui a besoin donc d'énergie. Et une partie de cette énergie pourra alimenter le parc industriel et commercial de Maluku. Très honoré de contribuer à l'exécution de ce projet, le directeur général adjoint de la société chinoise Complainte, He Aishan, a rassuré de leur soutien financier en étroite collaboration avec les institutions financières locales et chinoises. Puisque nous parlons de l'énergie, restons-y pour dire que la ville de Pointe-Noire traverse de nombreux défis auxquels s'ajoute la problématique de l'insuffisance d'éclairage public dans les grandes artères de la ville océane qui met la vie des populations en danger le soir, surtout avec le phénomène d'insécurité que connaît la ville. D'où l'éclairage public est un moyen de lutter contre le grand banditisme. Suivez donc ce reportage de Rudy Gloire Massongi et Meruskaba Kotana de TPT+ Pointe-Noire. Si autrefois une campagne d'installation des lampadaires avait eu lieu dans le 2e arrondissement Vonvo, ce n'est pas le cas dans toute la ville où l'on constate une insuffisance d'éclairage public. Ces poteaux plantés tout au long des grandes artères, à l'exemple de l'avenue de l'Indépendance, est en mauvais état. Ils deviennent comme des simples monuments, laissant la ville dans le noir les nuits. Le manque d'éclairage public est aussi la cause des accidents de circulation, au même titre que l'excès de vitesse ou encore l'abus de l'alcool. L'avenue de l'Indépendance n'est pas la seule voie qui est dans cet état, puisque la plupart des lampadaires installés le long de cette artère sont hors usage. Ces lampadaires aussi sont un bon moyen de lutter contre le banditisme dans nos différents quartiers et le centre-ville. La lumière permet aussi la libre circulation des personnes la nuit. Un bon éclairage permet d'effectuer des activités commerciales comme des petits marchés de fortune. Au regard de cette situation, les autorités compétentes devraient jeter un regard particulier à cette problématique pour permettre à la population de vivre dans la quiétude. Un fait de société dans ce journal. Un braconnier a été interpellé par les services de la gendarmerie du département de la Sangha pour détention illégale et commercialisation des espèces intégralement protégées. En clair, on parle de 14 pointes d'ivoire. On fait le point dans ce reportage. Ils sont au total 14 pointes d'ivoire correspondant à l'abattage de 7 éléphants.
L'adjudant Audrey Régis Echangué de la brigade territoriale de Sembé revient sur les circonstances de l'interpellation de ce braconnier trafiquant de nationalité camerounaise. Les ivoires enfouis dans la malarière bien cachés. En ce moment-là, on a fait sortir les ivoires. Quand on a fait sortir les ivoires, on a essayé de compter les ivoires. C'était 6 paires d'ivoires. Donc, coupé à 20 morceaux. En ce moment-là, on a prononcé maintenant les mesures de garde à vue. On a rendu compte à notre hiérarchie. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à Ouesso pour un éventuel déférement à la maison d'arrêt. Abdou Assisso Choupoumou a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Ouesso pour être jugé conformément à la loi. Un autre cas de société. Une victime de plus en la personne de Vanessa Ninimana, brûlée par son conjoint à cause de la jalousie qu'elle a conduite jusqu'à la mort après de graves brûlures. C'est un reportage signé Hugues Tati de TPT+ Brazzaville. Une jeune femme nommée Ninimana Vanessa Samou, âgée de 34 ans et mère de 3 enfants résidant à Pointe-Noire dans le 6e arrondissement Ngoyo, aurait vécu une crise de jalousie par son partenaire qui a ensuite provoqué une dispute majeure entre les deux et dont l'homme de nationalité camerounaise a simplement décidé de l'asperger de carburant avant de l'enflammer sans pitié ni remords jusqu'à être brûlé au 3e degré. La jeune victime a été transférée dans un état critique à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, tandis que son conjoint a été mis aux arrêts pour une enquête sous l'autorité du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Le procureur général, Madame Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, qui n'a pas gardé le silence face à ces tragédies et s'était rendue sur les lieux pour analyser la situation et rendre visite à la victime aux soins urgents. Hier, à 2 h du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitants des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Car d'autant plus que la loi Mouebara numéro 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo s'applique l'article 3 pour le cas de celle-ci. Aux dernières nouvelles, la jeune femme Vanessa a succombé de ses blessures le samedi 9 novembre 2024 après 48 heures dans un état d'agonie, laissant derrière elle toute une famille en émoi. Tandis que la ministre en charge de la promotion de la femme avait planifié sa descente sur Pointe-Noire à la veille, espérant trouver la victime vivante, elle a tenu à arriver sur le lieu de la veillée afin de s'acquérir de la situation et de présenter ses condoléances à la famille du disparu. L'objet de mon déplacement est tout simplement la manifestation d'une indignation et d'une colère. Nous avons pris déjà la décision de venir depuis hier. Notre objectif, c'était de venir la trouver vivante. Bien que nous avons eu déjà les impressions du médecin, puisqu'elle avait une asepsie à 90 degrés, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes là pour veiller à ce que justice soit faite pour cette femme-là. La jalousie est une émotion très courante fondée sur l'insécurité et la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Elle est parfois tardive ou excessive, mais toutefois, il est mieux d'éviter tout comportement ou impulsion boosté par la colère. Un autre cas difficile dans ce journal. Les Quinois vivent un calvaire depuis l'arrivée de la saison de pluie. Une situation stressante et difficile dont ils déplorent ou encore dont ils implorent la résolution.
Les détails dans ce récit signé Joël Visserach et Modeste Ololo de TPT+ Brazzaville. Depuis le retour des pluies en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa traverse une situation catastrophique. Les avenues impraticables, le transport en commun devient rare et difficile. On trouve de nombreuses imperfections dans la distribution de l'électricité et de l'eau potable. Les Kinois attendent les actions palpables du nouveau gouverneur Daniel Bumba qui tarde encore à être exécuté. Aux dégâts, ce sont les différents accidents de circulation causant ainsi la perte des vies humaines, des marchandises et du matériel. Le chauffeur de transport en commun et la population s'inquiètent de cette situation puisque les canalisations sont bouchées, empêchant ainsi la circulation des eaux usées. Les mares d'eau ont pris place dans les avenues, ruelles et même sur la chaussée. Jésus-Christ de Nazareth, avec qui tombe sur nos camarades. D'où le pouvoir en place doit aménager les voiries urbaines, curer les caniveaux, car les inondations transportent des maladies d'origine hydrique et éventuels produits chimiques qui peuvent affecter la qualité du sol et de son environnement. Mais aussi, l'effet des inondations sur la valeur de la propriété peut entraîner la chute de l'immobilier dans une zone. Ainsi, les populations doivent aussi s'instruire sur l'élimination appropriée des déchets. Actualité hors de nos frontières. Au Tchad, les insurgés de Boko Haram ont tué 17 soldats tchadiens lors d'une attaque menée ce week-end contre un poste militaire qui a également fait 96 morts parmi les assaillants dans l'ouest du pays, a déclaré l'armée tchadienne. À l'île Maurice, l'opposition a remporté une victoire significative lors des législatives anticipées, mettant fin à plusieurs années de gouvernance du mouvement socialiste militant MSM en sigle, dirigé par le Premier ministre sortant. Ce dernier a reconnu la défaite de son alliance. Enfin, la Russie a réuni ce week-end du 9 au 10 novembre à Sochi, dans le sud-ouest du pays, de hauts responsables d'une cinquantaine de pays du continent africain pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Dans une déclaration de Vladimir Poutine, lue par son ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, Sergei Lavrov, le président russe promet un soutien total et continu de la Russie aux pays africains dans différents domaines. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci d'avoir choisi TPT+ pour vous informer. Réalisation technique que vint le différent. Un conseil aux hommes. Avant de chercher de bonnes femmes, rassurez-vous que vous êtes de bons maris, car un mauvais chauffeur peut gâter une belle voiture. La paix, toujours la paix chez vous. Au revoir.